Bonjour à vous, je vous espère bien portant. Je suis Christian Chito Badessir, chercheur en droit à l'Université pédagogique nationale où je poursuis mon deuxième cycle au département de droit privé et judiciaire. Vous voulez élaborer votre mémoire de licence en droit mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Par moments, vous êtes angoissé, déboussolé, stressé, débordé, décontenancé et qu'en sais-je encore. Lorsque vous regardez le travail qui vous reste à faire, ou que vous voyez le calendrier arrêté par votre université, vous vous sentez terrifié. Vous réalisez que vous n'avancez pas. Vous perdez à la fois et le courage et la force de travailler sur votre mémoire. Peut-être qu'il vous arrive d'avoir beaucoup de questions, mais sans réponse. Et quand des réponses sont là, elles ne vous apportent pas satisfaction. Et en voyant tout cela, vous vous dites, est-ce que je vais finir cette année? Est-ce que je vais être capable de soutenir mon mémoire de licence cette année? Et à toutes ces questions-là, vous n'avez pas de réponse. Vous réalisez que les autres progressent dans leurs recherches et qu'ils font bien ce qu'ils sont en train de faire. Et vous vous posez la question, qu'est-ce qu'eux connaissent que moi je ne connais pas? Qu'est-ce qui m'échappe pour ne pas bien faire mon travail? Et vous n'arrivez pas toujours à avoir des réponses. Par moments, vous êtes tenté de vouloir suivre la voie facile, c'est-à-dire faire votre travail, faire le plagiat et qu'en sais-je encore. Mais le bon sens vous en interdit et vous savez que vous ne pouvez pas faire cela. Et le fait de ne pas suivre la voie facile vous fait souffrir davantage. Et vous vous retrouvez comme perdu dans vos pensées. À certains moments, vous vous sentez abattu. Des fois, il vous arrive d'avoir le courage. Quand vous prenez les livres pour lire, vous n'arrivez pas à comprendre. Quand vous prenez le papier pour commencer à écrire, les idées ne viennent pas. Quand vous essayez de réfléchir sur votre sujet, les idées ne viennent pas toujours. Quand vous tentez de parler aux autres, ils ne vous comprennent pas. Et les propos qui viennent sont toujours discourtois, gravelés, et vous vous retrouvez comme abandonné à vous-même. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez élaborer correctement votre mémoire de licence en droit. Et c'est là parce que l'élaboration d'un mémoire de licence en droit est un travail facile. Et vous me poserez la question pourquoi? J'ai 10 informations capitales à vous donner que vous devez connaître pour réussir l'élaboration de votre mémoire de licence en droit. Avec l'aide de Dieu, je vais vous apprendre cela et vous allez comprendre que c'est facile d'élaborer le mémoire de licence en droit. Avant de vous présenter ces 10 informations, que je vais bien sûr présenter de manière successive, je vous donne 5 précisions. Première précision, les résumés que je vous fais ne sont pas exhaustifs. Ainsi, il convient de les enrichir par des lectures et au besoin les tester dans des mises en œuvre effectives, c'est-à-dire passer à l'action. Car, dit-on, les connaissances qu'on n'entretient pas se perdent. Les exemples que je vous présente ne sont pas exclusifs et donc prenez-les comme des illustrations. Servez-vous-en comme référence afin que vous vous lanciez dans les premiers essais qui, sans doute, seront fructueux. Les conseils que je vous propose n'ont pas de portée générale. Entendez-les comme des suggestions. Et donc, rien ne devra vous empêcher de forger vos convictions sur n'importe quelle base que vous jugerez solide. Je recours à une expression simple, notamment pour vous permettre de trouver toute l'aide possible dans mon exposé. J'emploie le masculin non pas dans une perspective discriminatoire, mais plutôt dans le but d'alléger mon discours. Si ces précisions sont bien reçues, nous pouvons commencer. La première information capitale que vous devez connaître pour réussir l'élaboration de votre mémoire de licence en droit, c'est que le mémoire de licence en droit est un mémoire particulier. D'aucuns pensent que le mémoire de licence en droit serait identique à toute autre mémoire réalisée dans n'importe quelle discipline du savoir. Mais si cela est vrai, ce n'est que du point de vue scientifique. S'il reste vrai que le mémoire réalisé dans toutes les sciences observe les mêmes règles fondamentales de méthodologie, chacun de ceux-ci obéit tout autant aux règles méthodologiques appropriées à la science dans laquelle il se réalise.
Ce recours à des règles particulières permet à la fois de distinguer et de spécifier les disciplines les unes des autres d'une part et les mémoires qui en découlent d'autre part. C'est pourquoi, outre les règles basiques de méthodologie, le mémoire de licence en droit obéit à un certain nombre de règles propres à la démarche juridique. Ne pas observer cette démarche ne reste pas sans conséquences fâcheuses. Les juristes, quand ils ont des sujets à traiter, ils le font en leur manière. En d'autres termes, le travail d'un juriste s'est fait selon une manière de procéder particulière aux juristes. Et c'est cette manière-là de procéder qui influence le réflexe que doivent avoir les juristes. Un raisonnement contraire, c'est que si vous réalisez votre mémoire dans une démarche qui n'est pas juridique, vous allez vous perdre et vous ne pouvez pas atteindre votre but. Vous ne pouvez pas réaliser correctement votre mémoire. Et c'est parmi les raisons qui font ce que vous n'arrivez pas à avancer. Parce que vous suivez une démarche qui n'est pas conforme à l'action dans laquelle vous travaillez. Peut-être que vous vous posez la question, en quoi consiste maintenant cette méthodologie juridique? Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, la méthodologie juridique consiste notamment en la démarche de lege lata, ou elle peut consister en la démarche de lege ferenda, ou elle peut partir d'une démarche de lege lata pour finir par une démarche de lege ferenda. De manière simple, si vous voulez réaliser votre travail en procédant de la manière juridique, vous voulez procéder comme le font les juristes, vous pouvez choisir de réaliser votre mémoire de licence en droit en vous adonnant à une démarche de lege lata, ou bien vous pouvez vous adonner à une démarche de lege ferenda, ou bien vous pouvez partir de la démarche de lege lata vers une démarche de lege ferenda. Peut-être que vous vous posez cette question. Comment je vais savoir que je suis en train de suivre une démarche juridique? Comment je vais savoir que je suis en train de suivre la démarche de lege lata? Je suis dans une démarche de lege ferenda ou je suis dans une démarche de lege lata qui débouche à une démarche de lege ferenda. L'indice capital et général qui caractérise la démarche juridique, c'est les sources auxquelles fait référence la recherche. Si au cours de votre recherche, vous recourez à des sources spécialement juridiques, rassurez-vous que vous êtes sur la bonne voie, vous faites une démarche juridique. Maintenant, en quoi consiste la démarche de lege lata? Ou en d'autres termes, comment je peux faire mon travail suivant une démarche de lege lata? Ou même pourquoi ou quand faire mon travail suivant la démarche de lege lata? Le chercheur s'adonne à une démarche de lege lata lorsque les sources auxquelles il fait référence sont spécialement juridiques. Selon les écoles, ces sources sont formelles, matérielles ou réelles pour les uns, directes ou indirectes pour les autres, principales ou secondaires pour d'autres encore, etc. Dans une démarche de lege lata, le chercheur étudie le droit tel qu'il est. Si son sujet s'y prête, il peut formuler des recommandations, des pistes de revitalisation, de perspectives, etc. Il y a une précision ici. L'effet de formuler des recommandations, des pistes de revitalisation, de perspectives, à la fin du travail, ne fait pas de celui-ci un travail de lege ferenda. Autrement dit, dans une étude de lege lata, le chercheur est permis de formuler des recommandations, de pistes de revitalisation, de perspectives, sans pour autant que son travail soit un travail de lege ferenda. En résumé, vous suivez une démarche de lege lata si ces deux éléments sont observés. La première des choses, vous devez fonder votre travail sur des sources spécialement juridiques. Quand vous avez une question de droit, en tant que juriste, cherchez d'abord à savoir quelles sont les sources des droits qui sont intéressées par cette question. Vous vous classez d'abord dans votre école, puis vous commencez à chercher les sources. Ceux-là qui sont dans l'école, qui classent les sources en sources formelles, matérielles ou réelles, vont d'abord commencer par les sources formelles, à savoir que dit la Constitution, que disent les lois, que disent les règlements,
Et s'ils n'ont pas trouvé de solution, c'est quand ils vont faire recours à d'autres sources. Et c'est presque la même situation dans toutes les écoles. Deuxièmement, ou c'est même cela la définition, une étude de lege lata, c'est une étude du droit tel qu'il est. Vous avez votre sujet que vous a donné à étudier selon ce que le droit est actuellement ou présentement. Pour être précis, si votre mémoire voulait le faire en 2 chapitres et que chaque chapitre a 2 sections et que vous vous rendez compte que les 2 premières sections ainsi que la 3e section portent toutes sur le droit tel qu'il est, vous êtes dans une démarche de lege lata. Même si votre 4e section peut porter sur des perspectives, des pistes de solutions, des pistes de revitalisation, de recommandations, cela ne fait pas de votre travail un travail de lege ferenda. Ça reste toujours du lege lata parce que vous étudiez en grande partie le droit tel qu'il est. Et donc, en réalisant votre travail suivant la démarche de lege lata, vous pouvez faire parfaitement votre mémoire de licence en droit. C'est-à-dire rester dans les limites du droit et faire votre travail selon ce que le droit est actuellement. Mais vous pouvez décider de faire votre travail suivant une démarche de lege ferenda. En quoi consiste la démarche de lege ferenda? Les chercheurs s'adonnent à une démarche de lege ferenda lorsque les sources auxquelles il fait référence sont spécialement juridiques. C'est que j'ai dit tout au début que c'est cela la caractéristique principale de la méthodologie juridique. Elle fait recours à des sources spécialement juridiques. La particularité de la démarche de lege ferenda, c'est qu'elle étudie les droits tels qu'ils devraient être. Contrairement à l'étude de lege lata dans laquelle le chercheur se limite à formuler des recommandations, des pistes de revitalisation, de perspectives, et comme sais-je encore, à la fin de son travail, dans un travail de lege ferenda, les chercheurs démontrent dans une proportion non négligeable les pistes de solutions qu'ils proposent, les perspectives qu'il envisage, les recommandations qu'il fait. Ainsi, les propositions couvriront au minimum la moitié du travail de lege ferenda. Différemment du travail de lege lata dans lequel les pistes de solutions, les propositions, les pistes de revitalisation se retrouvent dans une section ou dans un paragraphe. Et lorsque les normes en vigueur au sein de l'institution dans laquelle vous êtes inscrit ne s'y opposent pas, la totalité du travail de lege ferenda peut porter sur les dites propositions. Et cela sera du pur lege ferenda. Troisièmement, le chercheur peut partir d'une démarche de lege lata vers une démarche de lege ferenda. Mais je dois d'abord préciser une chose. Contrairement à ce qui est généralement admis, la démarche de lege ferenda n'est pas toujours précédée par celle de lege lata dans un mémoire. Autrement dit, sans faire une étude de lege lata, le chercheur peut réaliser une étude de lege ferenda. Et je vous donne 3 hypothèses. Première hypothèse, le chercheur peut faire fi d'une démarche de lege lata et passer directement à une démarche de lege ferenda lorsqu'il part de certaines évidences. C'est le cas par exemple d'un chercheur qui aurait appris l'existence d'un quelconque problème entrant notamment dans le no-droit
et qu'il se propose de résoudre par une étude de lege ferenda sans s'attarder sur une étude de lege lata. Dans cette hypothèse, il peut faire une présentation sommaire du droit tel qu'il est, dans des généralités, et passer directement à son étude dans une approche telle qu'il devrait être. Comme je l'ai dit précédemment, l'effet de présenter le droit de manière sommaire ne fait pas du travail un travail de lege lata. Pour qu'un travail soit un travail de lege lata, le chercheur doit étudier le droit tel qu'il est, sans quoi il va se retrouver dans une description. Pourtant, le mémoire de licence en droit n'est pas une description. Et donc, si dans une étude vous vous limitez à présenter de manière sommaire le droit tel qu'il est, et que vous vous lanciez directement à l'étudier tel qu'il devrait être, rassurez-vous que vous êtes passé d'une démarche de lege ferenda sans pour autant faire du lege lata. Je suis en train de préciser en disant ceci. Pour faire une étude de lege lata, vous devez étudier le droit tel qu'il est. Deuxième hypothèse, le chercheur peut se passer du lege lata et faire directement le lege ferenda lorsqu'il veut poursuivre un travail qu'il avait déjà fait dans une étude précédente de lege lata. Et donc le suivant travail va être entièrement du lege ferenda, et c'est là pour éviter de se plagier ou de se redire. Et dans ce cas, le chercheur peut soit faire des renvois à son travail précédent ou carrément effectuer son étude du droit tel qu'il voudrait qu'il soit. Troisième hypothèse, le chercheur peut se passer d'une étude de lege lata pour directement commencer à faire une étude de lege ferenda lorsqu'il veut faire une proposition de plus et non une proposition en plus. Si à côté de ce qui existe, le chercheur veut faire une proposition, c'est-à-dire une proposition en plus, il a l'obligation de connaître celle qui existe à côté desquelles il va adjoindre la sienne. Et dans un pareil procédé, le chercheur peut courir le risque de se lancer dans une recherche en pensant qu'il fait des découvertes alors que ce qu'il pense découvrir existe déjà dans des livres ou dans des lois. Et donc pour lui, il aurait fallu qu'il lise pour qu'il s'en rende compte. Si au-delà de ce qui existe, le chercheur veut faire une proposition, c'est-à-dire une proposition de plus, rien ne l'empêche de la proposer. La curiosité humaine, voire l'inspiration, peut conduire le chercheur à penser une proposition qu'il peut entièrement démontrer sans qu'il soit nécessaire de consulter les droits dans son état actuel. Toutefois, ces risques reprochés précédemment ne suffisent pas pour empêcher le chercheur à se passer de l'étude de lege lata, c'est-à-dire penser, découvrir ce qui existe déjà. Cela ne doit pas empêcher celui qui veut donner une proposition de plus de se lancer dans le travail. Si débuter par une étude de lege lata est un signe de prudence, s'en passer n'est pas interdit lorsqu'on est sûr de ce qu'on veut entreprendre. Mais je vais donner un conseil. À ceux qui négligent la lecture ou les recherches et qui se convainquent de se lancer dans de périlleuses entreprises risquées, c'est-à-dire faire des recherches de lege ferenda sans d'étude de lege lata au préalable, je vous suggère de ne pas confondre l'inspiration et la rêverie. Si ceux qui sont inspirés peuvent directement se lancer dans une étude de lege ferenda, les rêveurs devraient se réveiller et lire davantage pour connaître. En résumé, le chercheur peut s'adonner à une démarche juridique s'il opte de suivre uniquement la démarche de lege lata ou la démarche de lege ferenda ou partir d'une démarche de lege lata vers une démarche de lege ferenda. Le chercheur devra se garder de confondre une présentation sommaire d'une étude. Lorsque les chercheurs présentent les droits dans l'état pilé de manière sommaire, il doit très vite comprendre qu'il ne fait pas du lege lata, mais qu'il est en train de faire une description. Et ça,
ce n'est pas un mémoire de licence en droit. Si vous avez bien compris que vous pouvez faire votre mémoire de licence suivant la démarche de lege lata, ou vous pouvez faire votre mémoire suivant la démarche de lege ferenda, ou vous pouvez partir d'une démarche de lege lata pour déboucher à une démarche de lege ferenda, il y a des précisions que vous devez connaître. C'est-à-dire, il existe des pseudo ou des faux lege lata que je vous invite à éviter. Il existe 3 hypothèses de faux lege lata ou de pseudo lege lata. Le chercheur peut faire un faux lege lata lorsqu'il fait une étude infrajuridique ou une étude extrajuridique ou encore une étude ultrajuridique. Je vous donne ces précisions pour que vous ne puissiez pas vous mentir à vous-même ou que vous ne puissiez pas faire mal ce que vous devez faire. Donc, ne faites pas un faux lege lata. Le chercheur peut être en train de faire un faux lege lata qui est infrajuridique lorsqu'il fait un travail imaginaire, car celui-ci se fonde sur un droit qui n'est pas encore né, tout en pensant que celui-ci existe déjà. C'est cela la différence avec la démarche de lege ferenda qui conduit à produire un travail réel, car il se fonde notamment sur un droit qui existe réellement. Le chercheur peut faire une étude de lege lata qui est infrajuridique et donc un pseudo lege lata infrajuridique lorsqu'il fonde ses travaux sur une loi ou une disposition déjà abrogée à son insu. Et là, il va faire un travail qui ne va pas arriver à atteindre les droits positifs dans lesquels il se veut travailler. Et donc, vous pouvez vous dire être en train d'étudier les droits, mais quand on regarde bien votre travail, l'on va se rendre compte que vous faites du faux lege lata lorsque vous vous basez sur une loi ou une disposition qui est déjà abrogée. Vous allez faire un travail qui est imaginaire. C'est pourquoi les conseils que j'ai donnés précédemment vaut la peine d'être observés. Chaque fois que vous voulez faire votre travail, il faut toujours être vigilant sur les sources auxquelles votre travail fait référence. Les chercheurs peuvent faire un faux lege lata lorsqu'il fait une étude extra-juridique. Dans une pareille étude, le chercheur fait un travail qui sort du cadre du droit. C'est par exemple un chercheur qui fait une étude en droit positif congolais tout en se basant sur une législation étrangère. Du point de vue du droit positif, ce travail sera un travail extra-juridique. Vous êtes en train de traiter une question dans notre droit et que vous vous basez sur le code français. Ça va être une étude extra-juridique. Vous allez penser que vous étudiez les droits tels qu'ils devraient être, alors que tel n'est pas le cas. Si vous ne pouvez pas vous tromper sur la loi, mais il est possible de vous référer par exemple sur la doctrine française et vouloir penser que c'est cela l'orientation qu'a les droits congolais. Et cela sera un problème. Par exemple, vous êtes en train d'étudier l'infraction d'empoisonnement. Dans notre droit, si les substances capables de donner la mort n'ont pas donné la mort, l'agent ne peut pas être condamné pour empoisonnement. Alors que dans d'autres droits, le fait d'avoir uniquement administré les substances suffit pour que l'infraction d'empoisonnement soit établie à charge de l'agent. Et donc, vous pouvez vous baser soit sur une doctrine étrangère, sur une loi étrangère pour commencer à étudier les droits tels qu'il est. Et là, ça va être du faux lege lata qui est extra-juridique par il sort du cadre juridique. Vous pouvez faire du faux lege lata lorsque vous faites une étude ultra-juridique. Dans une pareille étude, le chercheur va au-delà du droit sans que ce soit du lege ferenda. C'est le cas d'un chercheur qui,
faisant une étude en droit positif, sans être dans une perspective du droit comparé, la poursuit dans un droit étranger. On constatera ici qu'il est sorti du cadre juridique. Dans ce cas, ce sera une étude ultra-juridique. Si de loin, ce genre de travaux donne l'air d'être faits en droit, mais plus on le pénètre, plus on se rend compte qu'ils sont distants du droit dans lequel il se réclame appartenir. Et souvent le chercheur n'est pas conscient de son égarement. Ceci arrive quand le chercheur se trompe notamment sur le référentiel axiologique. Par exemple, ce n'est pas parce que le président français peut dissoudre l'Assemblée de par son pouvoir discrétionnaire que le président congolais le peut aussi. À ce dernier, il y a une condition demandée, celle de justifier d'une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Ou encore, ce n'est pas parce que le divorce par consentement est autorisé dans certains droits qu'il l'est dans d'autres. C'est le cas comme dans notre droit. Le divorce par consentement n'est pas autorisé, puisqu'il n'existe qu'une seule condition de dissolution du mariage par voie de divorce, qui n'est rien d'autre que la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Donc, si vous vous trompez sur le référentiel, vous pouvez facilement vous retrouver en train de faire un travail ultra juridique et penser que vous faites du lege lata alors que c'est du faux lege lata. Le chercheur peut faire un pseudo lege ferenda dans 4 hypothèses distantes. C'est-à-dire, il va penser qu'il est en train de faire du lege ferenda, pourtant ce n'est pas du lege ferenda. Premièrement, c'est lorsqu'il fait une étude infrajuridique. Ces cas sont fréquents dans les études que les chercheurs se veulent strictement de lege ferenda sans pour autant faire recours à la démarche de lege lata. Mais je ne veux pas dire que chaque fois qu'on fait fi du lege lata pour faire du lege ferenda, on doit toujours tomber dans ces pseudo lege lata consistant dans une étude infrajuridique. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ce sont des cas qui arrivent fréquemment. Puisque le chercheur va se fonder alors sur un droit qui n'existe pas pour prétendre présenter le droit comme il voudrait qu'il soit. Ici, le chercheur fait travail imaginaire car il se fonde sur un droit qui n'est pas encore né. C'est par exemple lorsque le chercheur considère comme évident un droit qui n'existe pas et lance une étude qui fait fausse route. Par exemple, vous voulez qu'on puisse améliorer les conditions d'euthanasie dans notre droit. Pourtant, cette question n'est pas encore traitée dans notre droit. Et là, vous allez penser que vous êtes en train d'améliorer notre droit. Pourtant, non. Vous vous basez sur un droit qui n'existe pas encore. Et donc, ce que vous devriez faire, c'était de connaître d'abord notre droit tel qu'il est et commencer à l'améliorer. Mais ce serait risqué lorsque les chercheurs croient que la notion d'euthanasie était déjà consacrée dans notre droit et qu'ils commencent à vouloir qu'on puisse l'améliorer. Pourtant, c'est une notion qui n'existe pas. C'est encore du non-droit chez nous. Le chercheur peut faire un pseudo lege ferenda lorsqu'il fait une étude intrajuridique. Il y a recherche intrajuridique lorsque les chercheurs qui travailleraient dans les limites du droit existant pensent à tort que les pistes de revitalisation, les recommandations, les pistes de solutions et j'en passe, qu'ils proposent constituent une démarche de lege ferenda. Si la totalité du travail du chercheur ne porte que sur les droits qui existent tel qu'il est, et qu'un paragraphe ou une section se contente de faire une énumération moins réflexive des solutions, le chercheur ne doit pas croire qu'il fait une étude de lege ferenda. Ici, il aurait pris pour étude de lege ferenda la partie piste de revitalisation que tout travail scientifique se veut d'avoir. Et donc, la démarche de lege ferenda doit se ressentir dans l'importance de l'argumentation que soutient le travail, ou mieux démontre le droit suggéré par le chercheur, c'est-à-dire les solutions proposées.
De manière précise, lorsque le chercheur fait son mémoire, par exemple dans 2 chapitres, et chaque chapitre a des sections, et qu'il se contente dans la dernière section d'y mettre les pistes de revitalisation, les pistes de solutions, et qu'il pense que le travail qu'il est en train de faire, c'est du lege ferenda, il fait fausse route, parce que son travail là est intra-juridique. Il reste dans les limites du droit tel qu'il existe. Et cette partie-là des pistes de revitalisation, c'est tout ce qui doit exister dans tout travail scientifique pour différencier un mémoire d'une description. Parce que le mémoire doit avoir une problématique qui doit être résolue. Et en la résolvant, on a, dans la mesure du possible, cette partie-là des pistes de solutions. Et cela ne doit pas faire du travail un travail de lege ferenda. Parce que si le travail veut être un travail de lege ferenda, le chercheur ne doit pas seulement se limiter à énumérer les solutions, mais il doit les démontrer. Et donc, l'essentiel de son travail doit porter sur les solutions qu'il a proposées. Le chercheur sera en train de faire un pseudo-lege ferenda lorsqu'il se lance dans une étude extra-juridique. Si le lege ferenda fait songer à une étude qui sort du droit positif, le faux lege ferenda serait celui qui, en sortant du droit positif, présente un droit sans qu'il y ait de transition possible entre le droit positif et le droit suggéré. Autrement dit, le chercheur présente 2 droits qu'il n'arrive pas à concilier, c'est-à-dire il ne démontre pas comment passer du droit existant à celui qui devrait exister. Ou encore, le chercheur peut faire une étude extra-juridique en lieu et place d'une étude de lege ferenda lorsqu'il développe un raisonnement qui n'a rien de juridique et qui concrètement ne peut donner lieu à un droit quelconque. C'est le cas par exemple d'un travail basé sur la morale. Celui-ci serait en train de vouloir créer un monde parfait qui sort des prétentions juridiques, puisque le droit ne peut créer un monde idéal. Dans une pareille situation, le chercheur va penser qu'il fait du lege ferenda, pourtant c'est du faux lege ferenda, puisque c'est un travail extra-juridique. Le chercheur sera en train de faire du faux lege ferenda lorsqu'il s'adonne à une étude ultra-juridique. Dans une pareille étude, le chercheur va au-delà du droit sans que ce soit en réalité du lege ferenda comme il l'aurait prétendu. Ici, il a conscience de faire une étude de lege ferenda alors que ce n'est pas le cas. C'est par exemple un chercheur qui, faisant une étude en droit positif sans être dans une perspective du droit comparé, la poursuit dans un droit étranger. Et là, nous allons constater qu'il est sorti du cadre juridique et ce serait une étude ultra-juridique. Il faut donc se garder de confondre le fait de passer d'un cadre juridique à un autre avec l'amélioration du droit considéré. Le fait pour lui de croire qu'il est dans les lege ferenda l'empêcherait de se rendre compte qu'après s'être référé à un droit étranger, il devrait revenir dans le droit considéré pour argumenter et construire la théorie dessus. Et en général, les travaux ultra-juridiques qui sont faussement considérés comme du lege ferenda sont des travaux inachevés, mieux déviés. C'est-à-dire le chercheur n'est pas parti dans le mouvement d'aller et revenir du droit positif vers le droit étranger pour construire le droit positif tel qu'il devrait être. Et là, on peut savoir quand le chercheur est allé vers le droit étranger, mais on ne saura pas quand il est revenu vers le droit positif pour proposer son amélioration. Et là, il va sortir sans revenir. Et quand il revient, il part là où il n'est pas attendu. Et donc, le débat qu'il a ouvert reste sans issue. En résumé, pour mieux faire votre mémoire de licence en droit, vous devez connaître que le mémoire de licence en droit, c'est un mémoire particulier. Et il est particulier parce qu'au-delà de suivre les règles fondamentales de méthodologie, il obéit à une démarche particulière et propre à la science juridique, ce qu'on appelle la méthodologie juridique. Et la méthodologie juridique comme mémoire
observe, c'est fait en 3 étapes différentes et distantes. Ça peut être uniquement du lege lata, uniquement du lege ferenda ou partir du lege lata pour déboucher à une étude de lege ferenda. Vous faites du lege lata si vous étudiez les droits tels qu'il est. Pas étudier la sociologie telle qu'elle devrait être. Pas étudier la société telle qu'elle devrait être, mais étudier le droit tel qu'il est. Vous allez être en train de faire du lege ferenda quand vous allez étudier les droits tels qu'ils devraient être. Mais pas étudier ce qui devrait être du droit. Pas étudier ce qui devrait être droit, mais c'est étudier le droit tel qu'il devrait être. Voilà pourquoi je vous ai dit, et je le réitère encore, pour savoir que vous faites recours à la démarche juridique, vous devez veiller sur les sources que vous utilisez. C'est cette démarche juridique qui va parvenir à forger le réflexe juridique. C'est-à-dire quand on vous pose un problème de droit, le réflexe du juriste, ce n'est pas d'aller dire c'est bon ou c'est mauvais. J'approuve ou je n'approuve pas. J'aime ou je n'aime pas. J'accepte ou je n'accepte pas. Non. Que dit le droit sur cette question? Parce que je peux ou ne pas être d'accord avec ce que le droit dit, mais la première des choses à faire, c'est de savoir d'abord que dit le droit. Et là, je profite pour vous dire que la loi n'est pas la seule source du droit. Et donc, vous pouvez faire recours à n'importe quelle source du droit. Et c'est là même qu'il y a le piège. Parce que vous pouvez vous référer sur une doctrine étrangère, par exemple. Vous pouvez vous référer sur une jurisprudence étrangère et vouloir construire le droit ou vouloir étudier votre droit positif en vous basant sur une législation étrangère. Et cela va devenir un problème. Vous pouvez trouver quelqu'un qui fait du faux lege lata parce qu'il recourt à une documentation étrangère. Quelqu'un qui vous dit j'étudie cette question dans notre droit, mais quand vous regardez tous les auteurs qu'il a lus, ce sont des auteurs étrangers. Quand vous regardez les jurisprudences qu'il a eu à consulter, c'est les jurisprudences des cours et tribunaux étrangers. Quand vous regardez les lois qu'il a exploitées, la majeure partie ce sont des lois étrangères. Là, vous courez le risque de penser que vous êtes en train d'étudier le droit tel qu'il est, ou même que vous voulez étudier le droit tel qu'il devrait être alors que vous sortez. Vous n'allez pas venir faire une amélioration que le droit va suivre, mais c'est le droit que vous devez améliorer. Et donc, s'il faut venir ajouter une chose nouvelle, vous devez déjà savoir que c'est du nouveau ce que j'apporte. Si vous voulez venir améliorer, vous devez savoir que je viens améliorer ce qui existe. Et quand vous avez toutes ces nuances-là, ça vous aide à savoir bien faire votre travail. Mais je sais que malgré que je fais ces explications, il y a toujours une question qui reste en vous. De toutes ces 3 démarches qui constituent la méthodologie juridique, quelle est la bonne démarche à suivre? Est-ce qu'il faut faire du lege lata? Est-ce qu'il faut faire du lege ferenda ou partir du lege lata vers le lege ferenda? Je vous donne une précision. Il n'existe pas une démarche qui soit parfaite. Vous pouvez faire du lege lata, tout comme vous pouvez décider de faire du lege ferenda, ou tout comme vous pouvez partir du lege lata jusqu'à déboucher à une étude de lege ferenda. Le choix, il est à vous. Ne perdez pas de vue et ne confondez pas les vérités. Aucune démarche n'est supérieure à l'autre. Si vous voulez faire une très belle étude de lege lata, vous nous produirez une doctrine riche parce que vous allez nous expliquer les droits tels que nous les vivons et vous contribuerez à éradiquer les éventuels problèmes d'incompréhension. Et les grands doctrinaires sont ceux-là qui ont eu à expliquer les droits. Si vous décidez de faire une étude de lege ferenda, vouloir améliorer les droits, c'est bon.
ça va vous amener à être un innovateur. Ne pensez pas que parce que vous venez améliorer les droits, que vous êtes extraordinaire. Vous pouvez faire une proposition, mais qui n'entrera jamais en vigueur. Ou vous pouvez faire une proposition, mais qui ne servira à rien. Alors que si vous avez expliqué ce qui existe, ça peut aussi vous aider. Je ne vais pas prendre des partis pris pour vous expliquer que telle démarche serait la meilleure que l'autre, mais je voudrais que vous puissiez comprendre que faire le lege lata ou faire le lege ferenda ou partir du lege lata vers le lege ferenda, ça importe peu. L'essentiel pour vous, c'est de vouloir ce que vous voulez faire et vous le faites. Et je vous assure que n'importe quelle démarche que vous allez suivre, elle vous sera d'une utilité incommensurable. Ça, c'est la première information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je vais vous donner la réponse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir la suite d'informations que je vais donner. Merci.